Bonjour Loïc, tu es CEO de Metagelan, donc une plateforme facilitant l'accès au métaverse dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci pour ton invitation tout d'abord. Donc pour me présenter, Loïc Chapacher, je suis entrepreneur dans les Hauts-de-France sur la métropole lilloise. Mon parcours, je suis ingénieur informaticien de profession. Donc j'ai été développeur, testeur, product owner, responsable d'appli. Donc j'ai pas mal bourlingué dans le digital. À côté de ça, je suis un grand collectionneur passionné de monnaies antiques. Donc, je collectionne les monnaies romaines depuis tout petit et je suis passé des monnaies antiques à la crypto-monnaie. Donc, je fais un beau grand écart en 2015 en tombant dans l'écosystème bouillonnant de la blockchain, en commençant à m'intéresser à différents projets, ce qui m'a permis de découvrir relativement tôt des sujets, des problématiques, et des réponses autour des NFT, des métaverses et des différents use cases. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qui t'a fait passer de Collect Online, donc qui était très axé sur ces monnaies antiques, à switcher sur le Web3 et en l'occurrence sur le métaverse? Ouais, historiquement, en tant que collectionneur, on a créé avec mon associé Julien Quentin la plateforme Collect Online, qui est une plateforme d'inventaire, de gestion et d'exposition d'objets d'art et de collection. Concrètement, c'est une plateforme à destination des collectionneurs privés ou des professionnels, galeries, musées. C'est une plateforme où le résultat prenait la forme d'une galerie 2D dans laquelle on affichait ces objets. On a commencé à développer ce projet soir et week-end avant que ça devienne une société dès 2014 pour les collectionneurs de monnaie initialement et pour tout type de collectionneurs ensuite. Et autour de 2018, on a découvert un projet avec mon associé Decentraland, qui est un projet de métaverse dans lequel on a participé à l'ICO initial et à la première vente de terrain donc dès 2018. Et notre idée à l'époque, on trouvait ça sympa, l'idée de passer d'un concept de galerie 2D vers de la galerie 3D immersive pour mettre en valeur ces collections. On a attendu quelques années que l'écosystème, la plateforme Decentraland mature et mette sa solution à disposition du grand public. Suite à la création de la société Collect Online, donc en juin 2020, on a développé un side project en développant quelques heures par semaine, euh, un premier système de galerie virtuelle dans le métaverse. Donc on était sous la marque Collect Online à l'époque. C'était un side project qui n'intéressait que nous, qu'on n'a jamais réussi à commercialiser. Et on a eu la chance que Facebook devienne Meta fin 2021 et que ce projet qui n'intéressait personne à l'époque commence à intéresser la Terre entière parce qu'on s'est retrouvé avec une solution opérationnelle et commercialisable à un moment où personne n'y comprenait encore rien. Et tout ça, du coup, ça nous a mené à pivoter, à accélérer et à créer donc cette nouvelle marque Metagelan sur laquelle nous travaillons actuellement à quasi temps plein. Yes, yes, bah, c'est sûr que le rebranding en méta, ça a mis énormément de lumière d'un coup sur tous ces aspects de monde immersif et de métaverse, du coup, en l'occurrence. Metagelan, plateforme facilitant l'accès au métaverse. On va un peu rentrer dans les spécificités après, mais ce que j'aime bien poser comme question, c'est est-ce que déjà, toi, tu peux donner ta vision de ce que c'est que le métaverse, tout simplement? Ouais, c'est vrai que le métaverse, j'ai donné ma définition parce que personne n'est d'accord sur ce sujet. Donc pour citer quelques définitions, on voit beaucoup d'acteurs de la réalité virtuelle qui nous disent le métaverse, on en fait depuis 10 ans, c'est du buzzword. On a ceux qui nous disent le métaverse, ça n'existe pas encore, ça arrivera dans 10 ans quand tout sera unifié. Nous, on est un petit peu entre les deux et en fait, notre définition du métaverse et pourquoi il commence à exister actuellement, en fait, c'est l'ajout de nouvelles technologies qui n'existaient pas encore et qui permettent de lui donner vie actuellement. Notre définition du métaverse, déjà, c'est un univers qui est ouvert, donc c'est un univers dans lequel on peut se connecter depuis différents types de périphériques et on n'est pas forcément sur une console de salon, contrairement
à un jeu vidéo. Donc c'est un univers qui est persistant, c'est-à-dire on peut s'y connecter n'importe quand, et c'est un univers qui continue sa vie même si on est déconnecté. Donc on n'est pas dans une scène qui s'éteint quand on coupe sa console ou sa télé. On est sur un univers qui inclut des principes d'identité numérique et de propriété. Et là, c'est une pierre, c'est une brique qui est vraiment importante pour nous. C'est vraiment une des briques qui fait la différence avec un Second Life qu'on avait avant, parce que grâce à des technologies telles que la blockchain et les NFT, en fait, on va vraiment posséder ces terrains, par exemple, on va vraiment posséder ces assets. Donc, ces assets, ça peut être des vêtements pour son avatar sous forme de NFT, une casquette, un sac, ça va être un bâtiment. Donc, vraiment, ce concept de propriété et ce concept du coup d'identité numérique, c'est-à-dire avoir la certitude qu'on parle avec telle personne et que telle personne qui sera connectée sur différents environnements, on aura bien la certitude que c'est cette même personne parce qu'on aura le lien entre l'individu, le wallet, ces différents réseaux. C'est vraiment des choses qui sont assez nouvelles et qu'on va retrouver dans des métaverses plutôt issus du Web3 pour le moment, tels que Decentraland sur lequel on exerce majoritairement notre activité, ou sur d'autres métaverses Web3 comme The Sandbox ou Voxel sur lesquels on a également des pieds à terre. Ouais, justement, parce que c'était pour bien clarifier, vous ne vous Mm. proposez pas de métaverse, vous êtes une plateforme qui facilite l'accès au métaverse. Et du coup, c'est intéressant de voir, avant de rentrer sur ce que vous faites, sur quel métaverse, donc tu as nommé Decentraland, The Sandbox, il y en a un troisième, parce Il y a, qu'aujourd'hui, il il y a n'y a pas je grand-chose, peux quoi. citer Voxel ou Crypto Voxel. Il y a deux Somnium. En fait, des métaverses, on entend beaucoup parler, mais en fait, on a beaucoup de métaverses qui sont encore au stade où c'est du métaverse sur plan. C'est-à-dire qu'on voit des vidéos de teasing impressionnantes, mais concrètement, ça va demander des années de développement, et quand ça verra le jour, il y en a beaucoup qui vont se heurter au mur de, comment dire, de la montée à l'échelle, c'est-à-dire mettre une personne en 3D qui se promène dans un environnement ultra réaliste sur un PC de gamer, c'est très facile. Mettre 100 personnes dans le même environnement et accessible par un simple navigateur web, c'est déjà pas tout à fait le même délire. Donc c'est pour ça quand on est sur un métaverse actuellement, il y en a beaucoup qui sont pas encore très jolis, mais en fait ça se comprend aisément quand on se dit, ben non, on n'est pas sur une console, on n'a pas forcément une grosse carte graphique, on est sur un simple navigateur web, on veut in fine que ça soit accessible également sur tout type de périphérique, tablette, téléphone. Donc c'est comme sur un site web sur lequel on va optimiser la taille de ces images, la quantité de mégaoctets. Les métaverses fonctionnels actuellement, on est sur ce qu'on appelle du low polygone, on est sur des textures qui sont simplifiées pour avoir des temps de chargement qui soient décents. Donc le métaverse ultra haute définition, pour moi, c'est pas encore pour tout de suite, ou sinon on sera pas sur du véritable métaverse, mais ce qu'on peut appeler plutôt du microverse par exemple. Donc une scène qui a une scène fermée, pas forcément multi-utilisateurs ou avec moins d'utilisateurs, qui vont permettre une expérience graphique un peu plus poussée. Effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez étonnant pour ceux qui regardent un petit peu les choses de loin sur les métaverses et qui ne sont pas dedans au jour le jour, quand on voit les jeux vidéo, le graphisme des jeux vidéo qui est aujourd'hui en 2020, enfin en 2023 en l'occurrence, parfois extrêmement impressionnant, et les graphismes très sommaires des métaverses qui peut être aussi un petit peu rebutant pour Mm. ceux qui veulent s'immerger dans ce genre d'expérience-là où c'est très, très primaire. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est pas possible de pouvoir allier, onboarder énormément de personnes sur une plateforme et d'avoir des graphismes qui sont très Mm. pertinents. Non, mais Bah, c'est qu'une question de temps, quoi. ce qu'il faut s'imaginer, c'est que c'est pas la même finalité. Finalement, le métaverse, ça va être un mélange entre des codes du jeu vidéo, des besoins de société, du grand public. On mélange tout ça. Et voilà, un jeu vidéo, il y a un éditeur qui va créer une histoire. On a des scènes qui sont précalculées. Donc voilà, on n'est pas sur la même chose sur un métaverse sur lequel on a accès à la boîte à outils, sur lequel on va pouvoir modéliser, sur lequel on va pouvoir développer, sur lequel on va pouvoir charger du contenu. Donc, mais on est sur des sujets qui sont en train de maturer, de grandir très très vite. Donc, les métaverses d'il y a un an, c'est pas ceux qu'on a aujourd'hui et c'est pas ceux qu'on aura demain. Donc, Ouais. voilà, faut pas leur faire de procès trop rapide. C'est maintenant qu'il faut se lancer parce que sinon on risque de rater un train qui est en train de démarrer. Ouais, non, c'est clair. Justement, alors quand vous dites qu'avec Metagelan, vous facilitez l'accès au métaverse, comment se décline un petit peu votre offre? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui?
Déjà, nous, en fait, on vient briser des barrières. C'est-à-dire que les barrières d'accès au métaverse, il faut déjà comprendre, hein, comprendre ce qu'on peut faire actuellement, comprendre ce qu'on pourra faire demain. Donc il y a déjà ce premier volet qui va être un peu d'acculturation, de formation, d'accompagnement, de consulting. C'est-à-dire avant de faire des choses dans le métaverse, il faut déjà comprendre ce qu'on peut y faire, de quelle manière. Donc c'est un des premiers piliers de notre activité sur Métagélant et c'est une des premières barrières qu'on vient franchir. Les autres barrières qu'on va retrouver, c'est les métaverses Web 3. Il y a une barrière financière dans le sens où on est sur un fonctionnement où on achète des terrains sur un métaverse. Donc j'ai bien donné cette image parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on achète des terrains sur un métaverse, pourquoi on n'en fait pas autant qu'on veut. En réalité, quand on achète un terrain, c'est comme si on achetait une sorte de licence logicielle à vie qui est en plus transférable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos terrains, il n'y a pas de coût d'hébergement il n'y a pas de coût de serveur, il n'y a pas de coût d'hébergement, on a accès au terrain, on y fait ce qu'on veut, on a accès à la toolbox, donc ça justifie le coût, et donc il y a cette barrière du coup qu'on vient abolir parce que nous on a déjà des terrains sur un certain nombre de métaverses et on est capable donc de louer et personnaliser des espaces de façon très simple sur nos propres terrains, donc en réduisant les coûts d'accès. Donc on est capable de déployer des scènes également chez nos partenaires qui possèdent leur propre terrain, mais le faire chez nous, ça permet de lancer un POC très très vite et de pouvoir se rendre compte déjà d'un certain nombre de choses. On vient également casser quelques barrières technologiques dans le sens où on a une plateforme qui permet de gérer et déployer du contenu dans le métaverse. Donc en gros, on fait du no-code, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de connaissances se connecte sur notre back-office et peut administrer ses contenus. Ces contenus, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être des NFT, et on va pouvoir déployer ces contenus dans un métaverse sans connaissance particulière. Et on, et on vient également proposer donc un certain nombre d'activités. Donc il y a des nouveaux outils de communication, il y a du nouveau merchandising qui se développe dans le métaverse. Donc c'est des choses qu'on propose également donc dans un cadre événementiel ou non, mais on est capable également de proposer de la création de wearables. Un wearable, c'est quoi par exemple? C'est un polo, c'est une casquette, c'est un sac à main qui pourrait être équipé par son avatar dans le métaverse. Les wearables, ils se déclinent au format NFT, donc c'est des choses, on peut faire des séries limitées, c'est des choses qu'on possède vraiment, c'est des choses qu'on peut transférer, qu'on peut revendre. Donc c'est vraiment des outils de communication qui intéressent beaucoup les marques parce que voilà, c'est de la fidélisation, c'est de l'engagement, c'est des séries limitées et les gens, les visiteurs, ils se battent pour récupérer leur wearable quand on leur dit qu'il n'y en a que 10 ou 100 disponibles pour les 100 premiers arrivés. Ouais, et puis ça va au-delà du simple NFT qui reste dans le wallet et qui a parfois pas d'utilité, alors que là, on peut vraiment le mettre en avant, même visuellement. On le met en avant Voilà. visuellement et on peut lui donner des use cases, c'est-à-dire avec son NFT, on peut accéder à une salle privée, on pourrait pourquoi pas bénéficier d'un code de réduction pour un achat. En fait, derrière, on en fait ce qu'on veut. L'intérêt d'un NFT, c'est quelque chose qui est traçable et auquel on peut prêter des propriétés supplémentaires dans certaines situations. Donc, c'est vraiment des outils super intéressants pour les marques pour créer des histoires à rebond dans le temps et créer des histoires autour de leur première série de NFT. Ouais. Donc là, on est d'accord, ça peut concerner tout type de client. Il n'y a pas de domaine en particulier qui sont visés, c'est tous ceux qui le souhaitent le peuvent. En l'occurrence, aujourd'hui, à ce jour, quels sont les domaines ou les types de clients en termes de, je sais pas, de grosseur d'entreprise, de domaine d'activité, qui sont les plus intéressés, les plus enclins, les plus curieux? Bah, c'est vrai que c'est très varié en fait ce qu'on va retrouver chez nos clients. Leur point commun, c'est de la curiosité pour des sujets innovants et tech autour du Web 3 ou non. Donc je peux citer quelques opérations qui peuvent illustrer ce qu'on a déjà fait. On a fait par exemple une belle opération avec 20 minutes et plus particulièrement 20 minutes, donc qui avait créé une série de 999 machines à écrire sous forme de NFT. On a organisé une petite exposition pour eux et on a organisé un événement dans lequel on a créé un polo 20 minutes qui a été distribué aux participants. Et dans le cadre de cet événement, donc il y a eu une modélisation d'un rack de distribution d'un journal. Donc on a fait la première distribution d'un journal dans le métaverse. Il y a eu ce wearable 20 minutes qui a été distribué. On a fait un concert sur le toit. Donc en 24 heures, en fait, l'événement a duré 1 heure et demie, mais on a accueilli
plus de 1000 personnes sur 24 heures. Et cette opération a été un vrai succès parce qu'il y avait tout. Il y avait le côté événementiel, il y avait de la musique, il y avait du merchandising, il y avait de la communication autour de la marque. Je peux citer également une opération qu'on a fait dernièrement auprès d'Orange en partenariat avec Segus. Donc on a fait ce qu'on a appelé une learning expédition pour les champions Orange, donc des personnes influentes, importantes chez Orange qui s'intéressent à la tech. Et on a fait une initiation au métaverse avec la création d'un polo Orange qui a été distribué aux participants. Et des opérations de ce type-là, on a fait un événement privé, par exemple pour EGG, qui est une grosse agence de communication événementielle. Le but, c'était créer une première expérience en interne pour former, on va dire, leurs collaborateurs à l'état de l'art et aux enjeux de demain sur cette thématique métaverse. Donc, on va intéresser principalement donc des sociétés curieuses et des sociétés quand même d'une certaine taille qui ont un budget pour explorer les possibilités du métaverse. Même si nous on propose des expériences à partir de quelques milliers d'euros, donc finalement ça reste accessible. Actuellement, c'est surtout des sociétés d'une certaine taille qui se permettent ce genre d'expérimentation. Ouais, justement, j'allais y venir parce que là, on est vraiment, en termes d'adoption et de maturité des entreprises quant à l'arrivée dans les métaverses. Aujourd'hui, c'est vraiment de la curiosité, de l'expérimentation. Donc j'imagine qu'à travers, vous, ce que vous proposez et le discours que vous avez à votre client, il y a énormément de formation, d'acculturation. C'est pas comme si, aujourd'hui, Mm. la plupart des entreprises nous disent: «Bah, nous, on veut faire ce type d'événement, là». Il y a ce phénomène de formation, d'acculturation, il est aujourd'hui, j'imagine qu'il est très présent? Bah, il est très présent et c'est le point ouais, le plus important. Actuellement, dans les métaverses, il y a pas un trafic organique énorme. Il y a les gens qu'on fait venir, mais c'est pas pour autant qu'il faut rien y faire parce qu'en fait, il y a quelques barrières technologiques qui sont dues à la maturité des plateformes métaverses Mmh. actuelles ou à la maturité des hardware qui permettent de s'y connecter. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et que d'ici 6 mois, un an, qu'un constructeur de console majeur nous dise bah, moi je sors une console compatible métaverse et d'un coup on casse les limites en termes de puissance graphique, en termes de bande passante et en termes d'adoption. C'est-à-dire qu'en fait, on est peut-être à un claquement de doigts d'une adoption massive et grand public. Et il faut explorer avant les stratégies, faut les élaborer avant. Il faut pas faire, voilà, il faut faire la course en tête. Et de nombreuses sociétés l'ont bien compris. Ouais, elles ont bien compris que c'est Mm, pas, lorsque, l'adoption se fera qu'il faudra s'y intéresser et c'est le gros mm. travail, qu'il y a à faire au préalable est quand même, assez énorme dans cet univers qui est quand même, tout nouveau, qui est aussi à la fois complexe à travers toutes les possibilités de choses, qu'il est possible de faire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu en 2023 avec, Métagélant, les points de passage principaux? Bah, les points de passage principaux, donc nous on fait toujours de la recherche active de métaverse qu'on qualifie d'open, donc qui nous permettent de déployer librement notre activité. Donc on fait beaucoup de veille pour trouver les métaverses de demain qui nous permettront de proposer de nouvelles expériences différentes à nos utilisateurs. Et on continue de développer notre plateforme Métagelant. Donc ce qu'on fait actuellement c'est du MaaS, c'est-à-dire qu'on fait du métaverse à ce service, un peu comme on faisait du software à ce service avant. Et nous, notre vision, c'est vraiment de développer une plateforme agnostique, donc qui ne serait pas dépendante au métaverse, mais qui permettrait à terme, un peu comme un WordPress, comme un PrestaShop, comme un Wix, de choisir son métaverse, choisir son type de scène, une salle de réunion, une salle d'exposition, une scène de concert, pouvoir ensuite la déployer, la personnaliser en quelques clics sur des principes un petit peu no code. Donc on continue de développer ce moteur et on vient de terminer une levée de fonds autour d'1 million d'euros qui va nous permettre de recruter donc des profils tech, des profils commerciaux, sales, marketing. Et l'idée, c'est de continuer sur cette année de signer des beaux comptes et de continuer le développement de notre plateforme en cette période de bear market. Ouais. Si on prend un petit peu de recul, je sais pas si tu as une bonne vision un peu de ce qui se passe dans le monde en termes de maturité technologique et de talents, de produits et de services qui tournent autour du métavers. Est-ce que tu sens qu'en France et ou en Europe, par rapport à ce qui se passe aux US, et en Asie et en Afrique d'ailleurs aussi, est-ce que tu sens quand même qu'on a pris le bon chemin ou on est un petit peu derrière?
Bah, j'ai l'impression qu'on a quand même, on a quand même de belles cartes à jouer dans. Donc là, c'est vraiment, je vais mettre dans le Web 3 un petit peu tout ce qui est. On a quand même des très beaux acteurs. Si je prends deux Sandbox, c'est l'un des métaverses les plus aboutis, les plus populaires du moment. Bah, ça a été créé par des Français, même si maintenant c'est plus détenu par un acteur français, mais c'est des Français qui sont à l'origine de ça, ils sont très présents et on retrouve des gros acteurs comme Sorar, comme Ledger, dans des secteurs quand même stratégiques. Donc je pense qu'on a une vraie belle place à jouer et on a un écosystème français qui se fédère, qui mature ou qui est très très actif. Donc je pense qu'on peut être quand même confiant sur la suite. Moi, voilà, j'aime pas faire du French bashing. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quand même des belles sociétés, qu'on arrive à entreprendre, qu'on arrive à avancer, on arrive même à se financer. On a beau être sur le Web 3, sur un secteur crypto, mais on s'est financé par la BPI, on va se faire financer par notre banque. Donc c'est des choses qu'on arrive quand même à faire actuellement. Donc, nous, on est vraiment confiant sur l'avenir. Yes. Yes. Sur les 2-3 prochaines années, là, en termes d'enjeux métaverse, quels vont être pour toi les enjeux principaux en termes pour l'adoption un petit peu de masse? Est-ce que ça va être vraiment la tech? Est-ce que ça va être les fonds? Est-ce que ça va être la régulation? Comment tu vois un petit peu les choses? Bah là, l'état du métaverse actuellement, on est à peu près au 97 de l'Internet. C'est-à-dire que c'est encore un peu moche, c'est encore un peu buggé. Les sociétés se disent est-ce que j'en aurais vraiment besoin? Est-ce que je dois m'y mettre ou pas? Donc on en est là. Donc là, on est dans un secteur qui doit encore maturer. Nous, on voit le métaverse à terme comme une suite de protocoles d'interopérabilité, d'environnements qui seront peut-être connectés par les avatars. Donc il y a toute cette infra métaverse qui va maturer et par-dessus, en fait, vont se recréer euh, de nombreuses plateformes telles qu'on le retrouve sur Internet. C'est-à-dire qu'il y aura des sociétés spécialisées dans le déploiement d'expériences, de sites comme on le retrouve sur Internet. Il y aura des sociétés spécialisées dans la collecte de data, parce que c'est assez paradoxal, mais au niveau collecte de data, il y en a très très peu sur le métaverse. En termes de trafic, en termes d'interaction, il y a tout à faire. Il n'y a pas encore de véritable moteur de recherche pour retrouver une scène dans un métaverse. Dès qu'on veut réaliser des paiements, en fait, on est en train de tout réinventer, les métiers sont en train de se réinventer. Donc en fait, on va être sur un environnement il y a l'infra, la plateforme métaverse avec un grand M qui verra peut-être le jour où justement on arrivera à permettre une connexion entre différents mondes et après il y aura des sociétés spécialisées comme nous qui vont permettre de développer de l'ADS, de la publicité, ou permettre de redévelopper un certain nombre de choses, euh, de la captation d'événements, de la vidéo, de la capture d'écran, voilà, tout des choses qui vont se réinventer. Donc on est sur on est vraiment sur un nouveau secteur où il y a tout à faire, il y a tout à inventer. Il y aura forcément des barrières, des contraintes législatives sur lesquelles on va devoir il y aura des éclaircissements à avoir, mais pour l'instant, nous on focus plutôt sur l'opérationnel, le build et, Ouais. et Bah, justement, avec ce parallèle des années 97, c'est vraiment encore seulement les prémices. Mais bon, mm, si on fait justement ce parallèle-là, tous ceux qui ont pris conscience de ces sujets-là assez early et qui ont pris le temps de justement de construire, de maturer un petit peu cette stratégie pour s'implémenter, prennent généralement des bonnes décisions. Bon, on va arriver sur la fin de l'interview, Loïc. Merci pour ton temps, pour ton partage et puis beaucoup de courage pour l'année 2023 donc. merci Pierre pour l'invitation.